Chazak ou Baruch. Chazak. Allez, installez-vous rapidement. Je voudrais que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Amram ben Mesod Vezora, dont nous marquons ce soir, aujourd'hui, les 30 jours de deuil, de la mémoire de Johar Bat Pnina Gnissia Ben Saïd, Shenifteret Kayom Hazeh, et Mazel Tov Batzara, Shenifteret Kayom Hazeh, et également pour la réfoua Shelema de tous les malades du peuple d'Israël. Alors, petit enseignement ce matin sur la paracha de la semaine. Vous savez que dans la paracha de Vaïchi, il y a une particularité, puisque normalement, toutes les parachiotes de la Torah commencent toujours en début de ligne ou au milieu de ligne, mais avec une séparation avec la paracha qui précède. C'est normal, c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est d'abord le début d'une paracha. D'accord ? Soit on va à la ligne, soit tout simplement, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est stouma. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quand même un écart d'un minimum de 9 lettres vides, qu'on laisse vides, pour montrer que c'est un nouveau texte qui commence, un nouveau départ. La particularité de la paracha de cette semaine, c'est qu'elle est collée à la paracha qui précède, il n'y a pas de blanc. Ni on va à la ligne, ni on laisse un blanc sur la même ligne, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien. Elle est collée, comme si c'était les mots qui se suivent les uns après les autres depuis la fin de la paracha de la semaine dernière avec le début de la paracha de cette semaine. D'accord ? Et donc, bien évidemment, ça intrigue nos commentateurs et ils posent tous la question, en tout cas, de nombreux commentateurs posent la question, de savoir comment ça se fait que cette paracha, à la différence des autres, ne commence pas en début de ligne ou bien avec un blanc avant. Et vous connaissez, bien évidemment, la réponse donnée par Rashi. Rashi nous donne une réponse à cette question, même il en donne deux, pour être précis. La première réponse, la voici. Lama paracha zostuma, donc il pose la question déjà. Pourquoi est-ce que cette paracha est fermée ? Donc c'est ça l'idée, elle est fermée, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de blanc avant, il n'y a pas de passage à la ligne, il n'y a rien. Première réponse, dit Rashi, les filles, chez Kivan, chez Niftar Yaakov Avinu, Nistema Enehem, Velibam shel Israël, Mitzarat Hashibud. Comme vous le savez, après la mort de Yaakov, d'une manière ou d'une autre, va commencer l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. D'accord ? Tant que Yaakov était vivant, c'est vrai que c'est pas que Yaakov, parce que ça va être jusqu'à la mort du dernier fils de Yaakov. C'est Lévi. Lévi est celui qui va vivre le plus longtemps parmi les tribus. Donc on nous dit que tant qu'il y a encore un des enfants de Yaakov qui est vivant, l'esclavage ne commence pas véritablement. Oui, c'est vrai, mais quand même, les choses ont commencé à tourner avec la mort de Yaakov. Yaakov, c'est un personnage qui était très aimé, très apprécié, très respecté par les Égyptiens. Parce que je vous rappelle qu'à la seconde où Yaakov a traversé la frontière égyptienne et qu'il a mis les pieds en Égypte, la famine a cessé immédiatement. D'accord ? Donc du coup, lorsque Yaakov arrive, c'est un homme qui porte en lui une certaine réputation, c'est le petit-fils d'Abraham, il est reconnu comme étant un prince, entre guillemets, un homme important, en tout cas c'est certain. En plus, il est le père de Yosef qui a sauvé l'Égypte. En plus, dès qu'il met les pieds sur le territoire égyptien, le Nil monte à ses pieds, ça veut dire que la famine est terminée dès qu'il arrive en Égypte. Donc, Yaakov est un homme qui est apprécié. Il arrive en Égypte, il est reconnu par les autorités égyptiennes comme étant un homme important, le pharaon l'aime, etc. Très bien. Tant que Yaakov est vivant, personne n'a l'idée de maltraiter les Hébreux. Personne. Parce qu'on a le respect de Yaakov. Par le respect de Yaakov, on ne touche pas et on ne pense pas à toucher à un membre du peuple d'Israël. Quand Yaakov meurt, même si Yosef est encore vivant, donc ça va, c'est pas encore l'esclavage à proprement parler. Mais malgré tout, Rashi nous dit, il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là. Avec la mort de Yaakov, il n'y a plus la même protection, la même réputation autour de l'ensemble de la famille de Yosef. Donc du coup, l'esclavage commence. Et pour nous, l'esclavage en Égypte, c'est la tannée, quoi. D'accord ? On connaît tous l'histoire de Pessah. Donc on nous dit, les yeux du peuple d'Israël vont s'obscurcir parce que le début de l'esclavage va commencer. Donc, comme les yeux du peuple d'Israël s'obscurcissent et que tout devient comme ça tsafouf, tout est oppressé dans le cœur et dans les yeux du peuple d'Israël, eh bien, le texte va porter en lui cette oppression. Normalement, quand tu commences un texte, t'es large, t'as du blanc avant, tu passes à la ligne, t'es large, t'es bien, t'as les yeux qui sont clairs. Le texte porte en lui
le début de l'esclavage, c'est-à-dire que l'oppression qui va être représentée par l'esclavage, eh bien le texte va le porter en lui. Donc du coup, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de respiration. Dès qu'on a fini le texte de la paracha de la semaine dernière et qu'on commence à nous parler de la paracha de cette semaine avec la mort de Yaakov, hop, nos yeux s'obscurcissent, nos yeux se remplissent, d'accord? Et donc du coup, il n'y a pas d'espace blanc entre la paracha de la semaine dernière et cette paracha. Deuxième explication de Rashi, il nous dit Davar Acher, donc il le dit clairement, autre explication, donc on change carrément d'angle de vue, chez Bikesh les galotes et taketz, les vanav, venista mimenu. La deuxième raison qui est tout aussi connue pour nous, qui avons l'habitude d'étudier Rashi, c'est de dire quoi? C'est que Yaakov, je vous rappelle, quand il a rassemblé ses enfants pour les bénir, en fait il ne voulait pas les bénir à l'origine. Quand il rassemble ses enfants autour de lui sur son lit de mort, c'était dans un but très précis. Il voulait leur révéler, leur dévoiler le temps de la fin des... Enfin, l'année de la fin des temps, la date de la fin des temps. L'arrivée du Mashiach, il voulait leur donner la date. Le problème, c'est quoi? Pour différentes raisons, cette prophétie l'a abandonné au dernier moment. Il a perdu la prophétie, il a perdu la date. Et donc, du coup, Nistam Mimenu. Ça s'est devenu Satoum. Il a perdu le regard sur la date de la fin des temps. Et donc là encore, le texte porte en lui cette idée. De la même façon que ses yeux, en quelque sorte, sa prophétie a disparu, ses yeux se sont obscurcis par rapport à cela. De la même façon, le texte est plein. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'aise. D'accord? Tout est serré comme ça. Et donc, du coup, il a voulu révéler quelque chose, mais il n'a pas pu le faire parce que ses yeux ont été fermés. Eh bien, le texte aussi est fermé. Il n'y a pas de blanc entre le passage de la semaine dernière et le début de la paracha de cette semaine. On est bien? Il était censé la révéler? Oui, bien sûr, il voulait la révéler. Non, lui, il voulait la révéler. Bah oui, il voulait. Pourquoi il l'a pas révélée? Parce que la prophétie l'a abandonné. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, il y a plein de raisons pour cela. C'est pas notre cours ce matin, mais il y a plein de raisons qui viennent essayer d'expliquer pourquoi il a perdu la prophétie, pourquoi il a eu et pourquoi il a perdu. D'accord? Et puis, s'il a eu à un moment, pourquoi il a perdu? Si c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Il y a plein de raisons, mais c'est pas notre sujet. En tout cas, on est bien d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas donné de scoop particulier, si ce n'est l'intérêt du commentaire. D'accord? C'est connu. Ce que je viens de dire, c'est connu, parce que c'est Rashi. Et Rashi, voilà, on a tous l'habitude de l'étudier. Je vous rappelle quelque chose de très important. Il est rare que Rashi invente un commentaire. Nous, on se dit, waouh, c'est le commentaire de Rashi, c'est le commentaire de Rashi, sans rien retirer à son commentaire, Chas v'Shalom. Mais en réalité, Rashi, dans la plupart du temps, il ne fait que, entre guillemets, rapporter des midrashim, des passages de Gemara, etc. C'est ça la force de Rashi en réalité. C'est qu'il sélectionne dans la masse de commentaires qui existent, dans la masse de midrashim qui existent, il sélectionne ce qu'il veut nous transmettre parce qu'il trouve que c'est ça le pshat, que c'est ça le sens littéral, et que c'est ça que ça nous apporte quelque chose à nous, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, Rashi. Quand il sait pas, il dit... D'ailleurs, quand il n'a pas quelque chose à dire, soit il dit je sais pas. D'accord? Donc, c'est pas un problème, c'est très très beau de dire ça. Mais n'oubliez pas que Rashi, quand il me donne ces deux commentaires-là, en fait, ces deux commentaires-là font partie d'un midrash. C'est un midrash, c'est pas Rashi qui se dit tiens, pourquoi c'est fermé? Oh là là, il faut que je trouve une raison. Alors je vais essayer de réfléchir, et tiens, c'est un rapport avec l'esclavage, je vais dire que c'est le début de l'esclavage. C'est pas Rashi qui invente ça. Il invente pas, Rashi, son commentaire. Il a un midrash qui est dans le midrash Bereshit Rabbah sur le sujet, d'accord? Et dans ce midrash-là, on trouve les deux opinions. Et donc, il a choisi les deux opinions en question, tac, et il nous les livre. C'est pas exactement du mot à mot, il le modifie un petit peu, il l'allège un petit peu, d'accord? Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, Rashi. Il prend dans le midrash, la plupart du temps, il prend dans le midrash quelque chose qui reste quand même lié au pshat, mais pas que, vous le voyez, hein, c'est pas que du pshat, ça, d'accord? Mais il le prend et il nous le transmet. Bien, on est bien. Le petit intérêt du cours de ce matin, c'est que quand on regarde le fameux midrash, le midrash rapporte une troisième raison que Rashi ne choisit pas de prendre. On est bien d'accord que les deux raisons données par Rashi sont des raisons négatives. Triste. Début de l'esclavage, c'est pas top, c'est pour ça que nos yeux sont obscurcis. Deuxième raison pour laquelle il n'y a pas d'espace, c'est parce qu'il a voulu révéler la fin des temps, mais il n'a pas pu, il a perdu la prophétie, c'est triste. Donc on est bien d'accord que les deux commentaires que Rashi a choisis sont des commentaires tristes, qui portent quelque chose de douloureux pour nous. Le midrash en question, c'est le même midrash, le même. Il rapporte une troisième opinion.
Voilà ce que dit le commentaire. Tu sais pourquoi est-ce que le texte est fermé? Qu'il n'y a pas d'espace, c'est toujours la même question. Mikevan, chez Satam mimenu kol tsarot sheba olam. Tiens, parce qu'à partir du moment où Yaakov arrive en Égypte, puisque le début de la paracha c'est l'arrivée de Yaakov en Égypte, à partir du moment où Yaakov arrive en Égypte, se sont séparées de lui toutes les souffrances du monde. Il était bien. Il était bien, Ouais, c'est- il a kiffé. Même il y a des commentaires qui nous disent, tu sais quoi? Les 17 plus belles années de la vie de Yaakov, c'est les 17 années qu'il a passées en Égypte. Et d'ailleurs, le commentaire va dans ce sens, ce midrash. Il nous dit, Satoum, hein, c'est toujours le même mot, c'est un jeu de mots toujours. Hein. Satoum, c'est quelque chose qui est fermé. En fait, on nous dit ici que toutes les souffrances de Yaakov ont été fermées. Ça y est, le pauvre, il ne va plus souffrir. Il a tellement souffert depuis sa naissance avec Esav, avec Lavan, avec sa fille Dina, avec machin. Il a eu toutes les galères du monde. On nous dit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi la dernière paracha où il arrive en Égypte, elle est Satoum, elle est fermée? Parce que se sont fermés pour lui tous les malheurs du monde. Ça y est, c'est fini, c'est fermé, il est libre de tout cela. Et du coup, on se pose la question, on dit, pourquoi Rachid n'a pas rapporté la troisième? Elle est sympa la troisième? Il nous a mis deux explications lourdes à porter, tristes, la souffrance, l'esclavage, la prophétie qui a été perdue, etc. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est sympathique, celle-là, la troisième. Ça y est, Yaakov, il va plus souffrir, il va être tranquille. D'accord? Pourquoi tu me mets que les deux? Alors que c'est le même midrash. Tu as choisi, toi, Rachid, de me parler que des deux sujets qui sont tristes, mais tu ne m'as pas rapporté le troisième qui est un peu plus agréable à lire et à comprendre, que Yaakov, finalement, il a passé du bon temps, il le mérite, d'accord, pendant les 17 années qu'il va passer en Égypte. Et la réponse est ainsi. Rachid, il se met dans le contexte de la paracha. La question qui est posée ici, c'est sur l'ensemble de la paracha. Pourquoi la paracha est fermée? Donc on doit réfléchir sur la paracha entière, pas que sur les 3 premiers versets de la paracha. Certes, les 3 premiers versets nous apprennent que Yaakov a bien vécu en Égypte. Donc ça c'est bien, effectivement, c'est quelque chose de positif. Mais Rachid se dit, je ne peux pas donner un commentaire sur l'ensemble de la paracha juste en prenant en considération les 3 premiers versets de la paracha. Le reste du sujet de la paracha, c'est un sujet qui est triste. C'est la mort de Yaakov, ça va être le début de l'esclavage, les enfants d'Israël qui ne vont pas vouloir repartir en Israël, alors qu'ils auraient dû repartir en Israël après la famine, d'accord? Et voilà qu'ils ont pris la décision de rester en Égypte parce qu'ils étaient bien en Égypte. Mais d'où tu restes en Égypte parce que tu es bien en Égypte? C'est pas ça le projet. Le projet du peuple d'Israël, c'est de retourner en Israël, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu restes en Égypte parce que tu es bien à l'aise là-bas et que tu es riche là-bas. Mais c'est pas ça le projet du peuple d'Israël. Donc Rachid, pourquoi il choisit les deux commentaires entre guillemets tristes plutôt que celui qui est joyeux, heureux? Parce que Rachid prend en considération l'ensemble de la paracha, pas que le début. Le début est heureux, donc il aurait pu choisir effectivement, ah, t'as vu, il a plus de souffrance chez Yaakov. D'accord, mais ça ne vient pas porter, si je porte ce commentaire-là, se dit Rachid, ça ne vient pas porter l'ensemble de l'esprit de la paracha. Or, l'ensemble de l'esprit de la paracha, c'est quelque chose de triste. Donc, parmi les commentaires, ce que je veux te donner pour les générations futures, c'est les deux commentaires qui portent cette notion de tristesse, plutôt que le commentaire qui est heureux. Intéressant comme approche, mais encore une fois, ça nous permet de mieux réfléchir à la façon, à l'état d'esprit de Rachid lorsqu'il commente un texte. Il fait des sélections. Rachid sélectionne les enseignements. Il ne fait pas simplement transmettre ce qu'il sait. D'accord? Parce que s'il transmet ce qu'il sait, il y a des tonnes à transmettre. En fait, non. Rachid sélectionne ce qu'il veut nous transmettre selon une approche générale du texte. Qu'est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce que je ne prends pas? Pourquoi je ne le prends pas? Etc. Ça nous permet à nous de comprendre et de rentrer un peu dans l'état d'esprit de Rachid lorsqu'il nous fait un commentaire. Donc en tout cas, retenez bien que si vous voulez comme ça avoir un goût supplémentaire sur la raison pour laquelle la paracha est fermée, eh bien ce midrash, il existe quand même s'il n'a pas été rapporté par Rachid finalement, mais ce midrash existe quand même, de nous dire que Yaakov, les 17 dernières années de sa vie, il les a passées en étant heureux, et à tel point qu'on va nous dire, Satam, que toutes les souffrances du monde se sont levées de ses épaules, et qu'il a bien vécu, et donc du coup on peut aussi interpréter de manière positive le début de la paracha qui généralement est étudié de manière triste. Alors pourquoi c'est fermé? Alors Khazak, parce que c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un jeu de mots par rapport en hébreu. L'hébreu, c'est quoi? C'est Satoum. La question, c'est pourquoi la paracha est Satoum. Satoum, ça veut dire fermé. Mais Nistam, le Midrash répond, Nistam mimenu. Toutes les souffrances se sont levées de lui. Il va dire, mais lever, c'est pas fermé, c'est pas le même mot en français. C'est vrai, mais en hébreu, c'est le même mot. C'est une histoire de jeu de mots, tous les Midrashim, etc. Donc du coup, il nous dit, c'est le même mot. Donc de là, Satoum, ont été levés de lui, ont disparu de lui,
se sont fermés de lui, c'est pour ça que je vous l'ai traduit comme ça de manière un peu tordue en français, se sont levés, se sont fermés de lui toutes les souffrances du monde. Il y a aussi le refus de Pharaon de laisser Yosef enterrer son père. Ok, ça va faire partie aussi de la pression qui commence à être exercée sur le peuple hébreu. Halakha du jour. On a commencé hier et avant-hier les halakhot sur le Pidyon Aben. Et on dit ce matin, à Kohanim, c'est la question que André m'a posée hier, à Kohanim ve'alviyim, peturim, mimitzvat Pidyon Aben. Les Kohen et les Lévis sont dispensés du Pidyon Aben. D'accord? Pourquoi? Parce que l'idée du Pidyon Aben, c'est de racheter, d'accord, quelque chose de la spiritualité pour le remettre dans le monde du Chol. D'accord, mais le Kohen et le Lévi, ils sont déjà dans le monde de la Kedusha. D'accord, donc eux, ils sont dans un domaine particulier. Donc, quand on est dans une famille de Kohen ou une famille de Lévi, et qu'ils ont un premier-né, et que c'est le premier-né de la mère, enfin, toutes les conditions qu'on a déjà expliquées, eh bien, cet enfant-là, on ne le rachète pas. Il n'y a pas de Pidyon Aben pour un Kohen et pour un Lévi. Et regardez ce qu'il rajoute. Qui reste Kodesh, finalement, tout le temps. Exactement. Gam kashera avou, écoutez ça. Gam kashera avou mi Israël. Ve'atinok anolad lohu Israël. Mikol makom. Ima em hi bat Kohen ou bat Levi. A bechor anolad lahem patour mi mizat Pidyon Aben. Ça, c'est un grand chidouche. Même si le père, c'est un Israël. C'est pas un Kohen, c'est pas un Lévi. Donc on connaît tous le truc, hein, d'accord? Nos tribus, ça marche par le père. Ça marche par le père. Donc l'enfant à naître, c'est pas un Kohen ni un Lévi, parce que moi je suis un Israël, d'accord? Donc l'enfant, c'est pas un Kohen ni un Lévi. Mais moi, Israël, je suis marié à une fille qui, elle, est Kohen, ou qui est Lévi. Bien que l'enfant à naître ne sera pas ni Kohen ni Lévi, parce que ça marche pas par rapport à la mère, ça marche par rapport au père, eh bien sur la mitzvah de Pidyon Aben, ça marche aussi par rapport à la mère. Ça veut dire que si la mère est Kohen ou si la mère est Lévi, bien que l'homme, lui, soit simplement Israël, il n'y a pas non plus de Pidyon Aben. Intéressant. Et on nous dit pourquoi? Pourquoi, depuis quand maintenant on vient prendre en compte le statut de la mère? Pas sur ce sujet-là, normalement. On nous dit, bah si, parce que la Torah nous avait dit quoi? Ce qu'on a dit hier, c'est le Peter Rechem. Qu'est-ce qui définit le statut d'un premier-né? C'est la matrice. Or, donc tu vois bien que la Torah donne de l'importance à la matrice. Et la matrice, c'est la mère. D'accord? Donc du coup, que le père soit Kohen ou Lévi, ou bien la mère Kohen ou Lévi, dans tous ces cas de figure-là, on ne fait pas le rachat des premiers-nés. C'est bizarre parce qu'hier on a dit que quand le père décède entre le moment de la naissance ou avant Ouais. et le moment du Pidyon Aben, On la a mère dit- n'est pas soumise. Attends, c'est très bonne remarque, mais ce qu'on a dit hier, c'est quoi? C'est que la mère n'est pas concernée pour faire le Pidyon Aben, pour le faire à la place de son mari. D'accord? Mais que le statut de l'enfant, est-ce qu'il faut lui faire le Pidyon Aben? Ça dépend, oui, de la mère aussi. Dernière halakha, Bechor Yotze Dofen, le cas le plus connu sur le sujet, un enfant qui est né par césarienne, celui-là, il n'est pas concerné par le Pidyon Aben. D'accord? Il n'est pas concerné par le Pidyon Aben. Pourquoi? Parce que là encore, Kol Peter Rechem, on le dit dans le texte, c'est celui qui ouvre la matrice. D'accord? Et celui qui passe par une césarienne n'ouvre pas la matrice de la mère. Et donc, du coup, il est dispensé du Pidyon Aben dans ce cas-là. Et ça, c'est très connu, d'accord, que tous les enfants nés par césarienne, effectivement, les premiers-nés nés par césarienne, ne sont pas concernés par le Pidyon Aben, même si après, il y a une naissance, entre guillemets, par voie basse, normale, d'accord, par voie basse, et qu'il n'y a pas de césarienne pour le deuxième. Donc, tu vas dire, bah alors c'est lui qui ouvre la matrice. C'est fini. Parce que lui, il n'est plus Bechor. Il faut qu'il soit et Bechor et matrice. Donc, si la matrice, elle n'a pas été ouverte la première fois, mais ce Bechor-là, c'est un Bechor, mais il n'est pas concerné par le Pidyon Aben, après, c'est fini, même si le suivant vient par voie basse. Comme plus tard, la fausse. Ah, on verra aussi après. Ribi Hanania, Ben Akasha Omer, Hatzak Baruch Hu, les Agad Israël, Fichach.